Et il est temps de retrouver ces esprits. La question du jour d'Aliette Ovine. Bonjour Aliette. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui, plongée dans les mécanismes de l'esclavage moderne. C'est une nounou béninoise au service d'un couple pour 50 € par mois. Ce sont des missionnaires qui travaillaient gratuitement dans les restaurants d'une association catholique. Ce sont 5 hommes sans papier, empêchés par la force de quitter leur lieu de travail. Ces formes d'exploitation rappellent que l'esclavage, dont on commémore aujourd'hui l'abolition, on l'entendait à l'instant dans le journal, persiste pourtant en France, et ce pour 15% des victimes dans le cadre d'un travail forcé ou dissimulé. Bonjour Alizée Delpierre. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS et autrice de l'ouvrage Domesticité, paru à la Découverte en 2023. Alizée Delpierre, on parle de travail forcé, contraint, dissimulé. Mais qu'est-ce qui caractérise véritablement l'esclavage dans le cadre du travail et aux yeux de la loi ? Alors, c'est une vaste question parce qu'en effet, la loi va distinguer, donner des définitions différentes pour toutes ces situations que vous avez nommées. En ce qui concerne l'esclavage, en fait, on a la loi du 5 août 2013 qui va définir le crime de réduction en esclavage, qui va être considéré comme le gradient, le degré le plus important d'exploitation qu'il soit. Après le travail forcé, le travail non libre ou d'autres formes comme le mariage forcé qui peut aussi donner lieu en fait à des formes d'exploitation, on va avoir l'esclavage, voilà, qui va être considéré comme étant le degré le plus grave en fait d'exploitation. Et alors c'est intéressant parce qu'en fait cette loi du 5 août 2013, alors c'est pas la première qui va définir l'esclavage. On avait eu la loi Taubira aussi en 2001 qui le définissait comme un crime contre l'humanité. On a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aussi de 1789 qui parle de l'esclavage. Mais en fait, ces définitions de l'esclavage étaient auparavant extrêmement restreintes et se réduisaient à une définition purement d'un esclavage institutionnalisé ou étatique qui fait référence en fait à toutes les formes d'esclavage qu'on a tous appris au lycée, au collège, mais qui ne définissait pas en fait l'esclavage comme pouvant être une forme d'exploitation plutôt informelle aussi et qui n'est pas organisée par un État. Voilà. Donc c'est en ça que cette loi était intéressante parce qu'elle élargissait en fait la définition de l'esclavage. Et on voit qu'effectivement, il est compliqué de mettre des frontières aussi en termes de conception même de ce phénomène, d'autant plus que les chiffres sont complexes à se procurer. Ils nous viennent essentiellement des associations. Or, 83% des personnes prises en charge ne sont plus dans une situation d'exploitation. Ça laisse penser que l'état des lieux ne peut être que sous-estimé, Alizée Delpierre. Oui, tout à fait. En plus, alors là, on parle vraiment de l'esclavage, mais il faut le distinguer de la traite des êtres humains, qui là, en fait, est plutôt le moyen, lorsque l'esclavage est la fin, finalement, de la traite. Et en fait, l'État produit des chiffres sur ce phénomène de traite des êtres humains, qui peut donner lieu ensuite à des formes d'exploitation par le travail, à des formes d'exploitation sexuelle, etc., etc. Et dans le dernier plan, en fait, qu'a publié la MIPROF, qui est une mission interministérielle, en fait, qui est chargé justement de la question des traites des êtres humains en France, eh bien les chiffres que vous avez donnés sont des chiffres issus des données des associations qui accompagnent les victimes. Donc, alors, ça nous donne quand même une petite idée. Voilà, quand on sait qu'il y a environ plus de 2600 personnes qui ont été accompagnées en fait par les associations l'année dernière, ça nous donne quand même un petit peu une idée, mais ça sous-estime l'ampleur du phénomène, puisque là, on parle vraiment que des victimes qui sont accompagnées et donc qui sont aussi sorties en fait de la traite. Et ça invisibilise tous les autres. Alors justement, parlons-en de ce phénomène dans les faits. Alizée Delpierre, la relation exploité-exploitant repose dans une vaste majorité des cas sur une forme d'emprise. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est documenté. Qu'est-ce que ça nous dit des profils des victimes et qu'est-ce que ça nous dit aussi de la stratégie de ces fameux exploitants ? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation volontaire de formes de vulnérabilité ? Alors oui, d'une certaine manière, puisqu'en fait, ce qu'on remarque dans le profil des victimes, c'est que ce sont pour bon nombre d'entre elles, en tout cas pour les victimes dont on a des chiffres, c'est-à-dire celles qui sont aussi accompagnées, encore une fois, par les associations ou qui portent plainte, etc. C'est pour beaucoup des personnes en fait étrangères, issues de l'immigration, qui ne vont pas avoir de papier ou dont les passeports vont être retirés en fait à l'arrivée sur le territoire français et qui donc vont se retrouver dans des situations d'illégalité. Donc ça forme déjà une vulnérabilité administrative sur le territoire français qui favorise le consentement aussi à des formes d'exploitation au travail parce que voilà, quand les personnes n'ont pas de papier, elles sont plus susceptibles d'accepter aussi de travailler dans des conditions plus défavorisés. D'où la notion d'arrangement aussi qu'on retrouve beaucoup dans ces relations-là. Les principaux secteurs concernés sont ceux de la restauration, du BTP, du travail domestique que vous connaissez bien. Pourquoi ces secteurs-là, ils se sont au-dessus des lois ou alors c'est des secteurs plus compliqués à réguler ?
Alors oui, c'est des secteurs plus compliqués à réguler. Alors en ce qui concerne la domesticité, c'est un petit peu particulier parce que c'est un travail qui se déroule au domicile d'autrui et donc le domicile est déjà au regard du droit un lieu difficile, notamment difficile à enquêter aussi pour les inspecteurs du travail parce qu'il y a un caractère inviolable aussi du domicile qui est juridiquement consacré. C'est quelque chose d'invisible aussi qu'on ne voit pas. Et ensuite pour les autres secteurs comme le BTP, donc sur les chantiers, dans l'agriculture aussi ou dans les petits commerces de proximité, qui sont les lieux dans lesquels on trouve des victimes. Eh bien, il y a l'arrivée aussi notamment de sous-traitants, d'entreprises sous-traitantes depuis quand même plusieurs années maintenant, qui, on va dire, alors je dirais pas que ça crée forcément de l'exploitation par le travail, mais disons que c'est des entreprises qui sont pas forcément, encore une fois, surveillées, régulées, qui sont très nombreuses, qui sont des petites entreprises et qui vont être plus susceptibles aussi d'embaucher, sous la forme de contrats, soit journaliers, soit semainiers, des personnes qu'elles trouvent aussi par bouche à oreille, au noir parfois. Donc voilà, ça va être des facteurs, on va dire, favorisant l'exploitation par le travail. Vous parliez de l'inspection du travail. Très concrètement, en France, qui est chargé justement de faire respecter le droit du travail et qui pourrait être à même de se rendre compte que ces situations dépassent le cadre de la légalité? C'est donc l'inspection du travail, la gendarmerie. Est-ce qu'ils sont dotés de moyens suffisants pour mener ce travail à bien? Il y a une grande différence et d'ailleurs c'est ce que remarque le GRETA, qui est un groupe d'experts en fait du Conseil de l'Europe qui est chargé d'évaluer les pays afin que ces pays appliquent la convention du Conseil de l'Europe sur la question de la traite. Et le dernier rapport du GRETA, donc en date de l'année dernière, montre justement qu'il y a un petit peu une dissonance entre ce qui est écrit dans la loi et les moyens alloués en France pour lutter en fait contre la traite. Et alors le problème, on en revient toujours à la même chose, c'est un problème de moyens. Et en fait, les inspecteurs du travail, donc qui eux en fait vont être chargés d'enquêter et qui sont en fait très importants dans aussi la récolte de preuves qui vont ensuite peser au tribunal, sont très peu nombreux. Voilà, ce sont des gens peu nombreux. Les commissariats sont aussi débordés par tout un tas d'autres affaires. Voilà. Alors justement, Alizée Delpierre, vous parliez de preuves. À supposer que les victimes, en dépit de leur situation de vulnérabilité, portent plainte, un nombre conséquent d'affaires sont classées sans suite. Comment l'expliquer ? Alors, il y a un nombre conséquent d'affaires, en effet, qui sont classées sans suite parce que prouver l'infraction de traite des êtres humains au pénal, c'est quelque chose, en fait, de très compliqué parce qu'il faut des preuves, justement. Alors, les preuves, ça peut être des preuves qui sont obtenues en diligentant, des policiers, le commissariat, l'inspection du travail. C'est des processus qui sont très longs. Il faut prouver l'existence d'une relation de travail, ce qui est, en fait, très compliqué parce qu'on pense que c'est facile, mais en fait, quand il s'agit d'une personne qui n'a pas de contrat écrit, qui est sans papier, qui peut prouver que la personne était effectivement dans le lieu pour travailler, c'est très compliqué. Et donc, en fait, au pénal, en tout cas, les situations de traite sont très peu nombreuses à être qualifiées comme telles. Merci beaucoup, Alizée Delpierre, d'être venue ce matin en studio. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS et autrice de l'ouvrage Domesticité, paru à La Découverte.